Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec le chapitre numéro 8 de BTC qui portera sur la génétique formelle. Il y aura une partie théorique que je vais présenter dans ce diaporama et ensuite nous aurons une classe virtuelle où nous ferons toute une série d'exercices pour étudier les différents modes de transmission de l'information génétique. Vous le savez certainement, la génétique c'est la science de l'hérédité. C'est donc une discipline qui consiste à étudier des caractères héréditaires des individus et leur transmission de génération en génération, de parents à enfants. Ça permet aussi de mettre en évidence des variations, des mutations dans l'information génétique et leurs répercussions sur la santé des individus. À la base de cette discipline, on retrouve le moine botaniste Gregor Mendel qui, à la fin du XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle, a travaillé justement sur des plantes pour mettre en évidence la transmission de certains caractères à leur descendance. La génétique est une discipline très vaste qui recouvre également l'étude du support de l'information génétique, l'ADN, mais nous allons ici nous contenter de parler de génétique formelle, donc les lois qui permettent d'expliquer la transmission de caractères de parents à leurs enfants. Nous allons d'abord donner quelques définitions, ensuite nous étudierons la nomenclature qui est utilisée lorsqu'on s'intéresse à la génétique formelle. On fera un petit point sur quelques particularités de l'hérédité humaine et en particulier comment est-ce qu'on décrit les arbres généalogiques dans les familles humaines. Et enfin, la quatrième partie sera consacrée à la méthodologie d'étude de l'hérédité humaine, puisqu'il y a une démarche à adopter de manière rigoureuse et à chaque fois. Donc nous allons commencer ce grand 1 avec quelques définitions. Tout d'abord, l'hérédité. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'hérédité, c'est la transmission des caractères d'une génération aux suivantes. Les premières études concernant l'hérédité ont été réalisées par Gregor Mendel, qui était un moine botaniste autrichien et qui, dans son monastère, a travaillé au cours de la seconde moitié du XIXe siècle en réalisant des croisements de petites plantes, des pois en l'occurrence, et en mettant en évidence quelles étaient les règles qui régissaient la transmission des caractères d'une génération à l'autre. Il utilisait des lignées pures, et je vais le définir dans un instant, pour mettre en évidence des lois qui sont encore utilisées à l'heure actuelle en génétique. Donc justement, qu'est-ce qu'une lignée pure ? C'est un ensemble d'individus qui présentent et qui transmettent invariablement ce caractère d'une génération à l'autre. Par voie de conséquence, tous les individus appartenant à cette lignée pure sont forcément homozygotes, ils ont tous la même information génétique, ils ont le même allèle pour ce caractère considéré. Ensuite, on va définir le terme gène. Je pense que vous êtes déjà familier avec cette notion. C'est une unité fonctionnelle héréditaire qui correspond généralement à un segment d'ADN localisé à un endroit précis sur le chromosome et codant pour une seule protéine. Donc nous avons tous forcément deux gènes, deux exemplaires différents de chaque gène sur nos chromosomes, puisque nous avons un chromosome provenant de notre père, un chromosome provenant de notre mère. Seule exception à cette règle, c'est le cas des gènes qui sont portés par le chromosome X pour les mâles. Je vous disais justement que les gènes sont localisés à un endroit précis du chromosome. Cet endroit précis est appelé le locus. Et comme je vous l'ai dit, nous avons tous deux gènes différents, deux gènes qui peuvent être différents ou identiques d'ailleurs, mais donc nous pouvons avoir plusieurs versions possibles d'un même gène. C'est ce qu'on appelle les allèles. Les allèles peuvent donc porter un message héréditaire différent pour un caractère donné. On peut ensuite définir deux notions très importantes, mais que vous connaissez certainement, c'est le génotype et le phénotype. Le génotype, c'est l'ensemble des allèles qu'un individu possède dans son génome. Donc toutes les versions possibles que l'on a pour chaque gène considéré. Ensuite, on a le phénotype, ce sont les caractères visibles de l'individu. Par exemple, le fait que quelqu'un a les yeux bleus, ou alors qu'il a les cheveux marrons ou blonds, etc. Je vous ai dit tout à l'heure que chaque individu possède deux fois chaque gène, deux exemplaires différents ou pareils de chaque gène. Donc ça va nous permettre de définir les termes homozygote ou hétérozygote. Si un individu possède deux fois la même version pour un gène, on va dire qu'il est homozygote pour ce caractère. Et si un individu possède deux allèles différents, on dira à ce moment-là qu'il est hétérozygote. On va parler d'un allèle dominant si c'est un allèle qui s'exprime dès que l'individu en a un seul allèle correspondant. Un allèle récessif, au contraire, ne va s'exprimer que lorsqu'il est en absence de l'allèle dominant. Autrement dit, un allèle récessif ne s'exprimera que si la personne est homozygote pour le caractère considéré. L'allèle dominant, lui, il s'exprime que l'individu soit homozygote ou hétérozygote. Il s'exprime toujours. Dernier cas de figure, les allèles peuvent être codominants. À ce moment-là, les deux allèles s'expriment ensemble, ils ont
ils vont s'exprimer avec la même force et on observera un phénotype souvent intermédiaire. Nous pouvons maintenant passer au grand 2, un petit peu de nomenclature. Comment écrit-on, comment prend-on soin de noter les indications en génétique formelle de manière à ce que tout le monde puisse nous comprendre? En général, les allèles sont indiqués par leur initiale. L'exemple fréquemment utilisé, c'est lorsqu'on considère une maladie. Pour l'allèle sain, on va écrire S, et pour l'allèle mutant, on va écrire M. L'allèle mutant pourrait aussi vouloir dire malade dans ce cas-là. Un allèle dominant s'écrit toujours en majuscule, alors que l'allèle récessif va s'écrire en minuscule. Donc par exemple, si, toujours dans le cas d'une pathologie, on sait que l'allèle sain est dominant, on va écrire S en majuscule, et M restera en minuscule, puisque c'est l'allèle récessif. Donc si deux allèles sont codominants, on les écrit tous les deux en majuscule. Le génotype s'écrit entre parenthèses avec une double barre entre les deux allèles. En effet, chaque barre représente un chromosome, donc la double barre, ça représente une paire de chromosomes homologues. Donc on va écrire, ouvrez la parenthèse, premier allèle, double barre, deuxième allèle, fermez la parenthèse. Par exemple, pour un individu qui serait hétérozygote pour un gène codant une certaine pathologie, on écrira S, double barre, M. On peut également écrire le phénotype, lui il s'écrit en toutes lettres et entre crochets. Il faut vraiment bien distinguer le génotype qui est entre parenthèses du phénotype qui s'écrit lui entre crochets. Il faut toujours bien dire de quoi on parle dans un exercice de génétique. Il faudra toujours définir au début les allèles, dire ce que vous avez choisi d'appeler l'allèle sain grand S ou petit s, etc. et de justifier vos appellations. Vous devez montrer que vous avez compris le raisonnement, que vous n'utilisez pas les majuscules ou les minuscules au hasard, mais vous le prouvez toujours à l'aide de l'arbre généalogique qui vous sera fourni. Un petit point maintenant sur l'hérédité humaine, et ça va introduire le grand 4 où nous verrons quelles sont les règles de transmission. Donc, quand on considère une maladie dans l'hérédité humaine, il faut d'abord déterminer deux choses. La première, c'est est-ce que cette maladie est liée à un gène qui est dominant ou récessif. Et la deuxième, c'est la localisation de ce gène. Est-ce qu'il est localisé sur un autosome ou sur un gonosome? Alors, revenons un petit peu en détail sur cette histoire de autosome et de gonosome. L'hérédité autosomale, ça concerne les gènes qui sont présents sur les autosomes, donc les paires de chromosomes 1 à 22. À ce moment-là, la transmission de la maladie est complètement indépendante du sexe des individus, puisque ça ne touche pas les chromosomes sexuels. A l'inverse, l'hérédité gonosomale concerne les gènes qui sont portés par des régions du chromosome Y ou du chromosome X. Dans ce cas-là, la transmission de la maladie dépendra du sexe des parents, du sexe des enfants, et donc les maladies peuvent affecter soit les mâles, soit les femelles, ou alors une majorité de mâles ou une majorité de femelles. En hérédité humaine, on utilise un certain nombre de symboles. Je pense que certains vous sont familiers, mais on va quand même refaire un petit point. Les hommes sont symbolisés par des carrés, alors que les femmes sont symbolisées par des ronds. Lorsque deux personnes s'unissent, se marient, là il est question pas du tout de mariage civil ou religieux, c'est juste une union fertile, un couple qui a un enfant. On va dessiner soit un trait entre les deux directement, soit deux petites barres et puis un trait en dessous. Donc on a deux représentations possibles. Ensuite, les individus d'une même génération sont placés sur une même ligne. Et quand on considère une fratrie, l'aîné sera toujours localisé à gauche. Et puis après, plus on va vers la droite, plus on a des enfants qui sont nés tardivement dans la fratrie. Lorsqu'un couple attend un enfant, mais qu'il ignore encore le sexe de cet enfant, donc avant l'échographie du 5e mois, en gros, le sexe n'étant pas déterminé, on va écrire l'individu représenté sous forme d'un losange. Des individus qui sont in utero encore sont représentés par des pointillés. Donc un losange en pointillé si on ignore son sexe, ou alors un carré pointillé pour un mâle in utero, ou un rond en pointillé pour une femelle in utero. Lorsque l'arbre généalogique présente des sujets qui sont décédés, l'individu sera rayé d'un trait en diagonale. Bien sûr, on va identifier les sujets malades ou atteints par des carrés ou des ronds, suivant que c'est un homme ou une femme, remplis de couleurs, noires en général. Et enfin, dernier cas de figure, mais je ne crois pas que je vous en ai mis dans les exercices qu'on va faire ensemble, c'est le cas des jumeaux. Les jumeaux seront toujours représentés par un espèce de triangle pour les jumeaux monozygotes, et pour les jumeaux dizygotes, simplement des barres en diagonale qui partent du même point. Donc je rappelle juste que des jumeaux monozygotes, ce sont des jumeaux qui sont issus de la fission d'un zygote au départ, alors que des jumeaux dizygotes sont des jumeaux qui sont issus de deux fécondations séparées qui ont eu lieu en même temps. Et puis dernier point qui était précisé en haut de cette diapositive, que je n'ai pas encore évoqué, c'est le fait qu'on indique en général sur le côté gauche les générations avec des chiffres romains.
Nous pouvons maintenant passer au grand 4 où nous allons étudier quelle est la méthodologie pour déterminer l'hérédité humaine. Donc je vous ai dit qu'on allait toujours procéder en 2 étapes. La première, c'est de déterminer si le caractère est dominant ou récessif. Donc c'est ce que je vais m'attacher à décrire dans cette figure-là. Donc le premier cas de figure, c'est le caractère est dominant. On va s'orienter vers ce mode de transmission si les enfants atteints ont toujours un parent atteint. Par contre, si on voit qu'il y a des enfants qui sont porteurs de la maladie et qui ont des parents sains, à ce moment-là, on s'oriente vers une transmission récessive. Le caractère est récessif. Et donc ensuite, on va faire, dans les 2 cas de figure, on va faire un raisonnement par l'hypothèse inverse. C'est-à-dire que dans le cas de la transmission dominante, on va montrer que la transmission n'est pas récessive. C'est-à-dire, on va montrer qu'il n'y a pas d'enfants atteints, qui ont des parents sains. Et puis dans le cas où on veut montrer une transmission récessive, on va montrer que la transmission n'est pas dominante. Autrement dit, on va montrer qu'il n'y a pas la maladie à chaque génération, puisque c'est ce à quoi équivaudrait une transmission dominante. Une fois qu'on a montré si le caractère était dominant ou récessif, on n'est pas au bout de nos peines. Donc il s'agit maintenant de déterminer la localisation du gène étudié, la localisation chromosomique. Est-ce que mon gène est localisé sur le chromosome Y? Est-ce qu'il est localisé sur le chromosome X? Ou est-ce qu'il est localisé sur un chromosome 1 à 22, donc un autosome? On fera toujours 3 hypothèses dans cet ordre-là. Est-ce que la transmission est liée au chromosome Y? Sinon, est-ce qu'elle est liée au chromosome X? Et sinon, c'est forcément qu'elle est liée à un autosome. On va s'orienter vers une transmission liée au chromosome X lorsqu'on observe que seuls des hommes sont atteints, il n'y a pas de femmes atteintes, et que la transmission se fait toujours de père en fils. Donc l'argumentation reprendra ce que je viens de vous dire, on montre qu'il n'y a aucune femme atteinte, et que systématiquement des pères atteints ont des enfants atteints. Des fils atteints en l'occurrence. Et puis comme le chromosome Y est présent en un seul exemplaire, ça va aller plus vite que pour les autres, vous verrez, il n'est pas question de dominance ou de récessivité dans ce cas-là. Et on fera toujours apparaître le génotype, dans l'écriture du génotype, le fait que c'est localisé sur le gonosome Y. Deuxième hypothèse. Si on n'a pas réussi à montrer que la transmission est liée au chromosome Y, on fait l'hypothèse que la transmission est liée au chromosome X. Donc on va d'abord commencer en supposant que c'est une transmission dominante. On va s'orienter vers ce mode de transmission si on voit qu'une majorité de femmes est atteinte. Donc là, vous voyez, dans mon arbre généalogique, on a quand même pas mal de femmes atteintes, et on a pu éliminer que c'était une transmission liée au chromosome Y, puisqu'on voit qu'il y a des femmes atteintes, et surtout on voit qu'il y a quand même pas mal de femmes atteintes. Et puis on va aussi remarquer que les hommes ne transmettent jamais cette maladie à leurs fils, mais ils la transmettent systématiquement à leurs filles. Et donc à ce moment-là, on peut argumenter qu'il est peu probable que l'allèle morbide soit systématiquement et uniquement transmis de père en fils, s'il s'agit d'un gène qui est porté par un autosome. Donc à nouveau, on fait un raisonnement par l'absurde, comme lorsque l'on avait montré que la transmission était récessive ou dominante. La transmission peut être toujours liée au chromosome X, mais par contre récessive. On aura la puce à l'oreille si on remarque qu'il n'y a que des hommes atteints, mais par contre pas de transmission systématique de père en fils. Autrement dit, toutes les générations ne sont pas atteintes, mais à chaque fois qu'atteint une génération, c'est des hommes qui sont touchés. Et donc on fait un raisonnement par l'absurde, à nouveau, on raisonne que si c'était transmis par un autosome, à ce moment-là, tous les parents atteints auraient leurs 2 parents porteurs sains. Et ça, c'est peu probable dans le cas d'une maladie rare. Il faudra bien veiller à faire apparaître le fait que la maladie est portée par un gonosome, le gonosome X en l'occurrence, et donc avec des variantes suivant qu'on parle d'un garçon ou d'une femme. Troisième hypothèse. Si on n'a pas réussi à montrer que c'était lié au chromosome Y, et si on n'a pas réussi à montrer non plus que c'était lié au chromosome X, forcément ma transmission est liée à un autosome. Là encore, 2 cas de figure. Est-ce que ma transmission est dominante ou est-ce que ma transmission est récessive? On va commencer par la transmission dominante. On s'oriente vers cette transmission s'il y a autant d'hommes que de femmes qui sont atteints de la maladie. Et on le démontre en éliminant l'hypothèse de la transmission liée à l'Y et en éliminant l'hypothèse de la transmission liée à l'X, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc par exemple, on pourrait montrer qu'un homme atteint a une fille saine, ce qui est par exemple le cas dans cet arbre généalogique-là. Et quand on écrit le génotype, on n'a pas besoin de faire apparaître les gonosomes. Donc l'écriture sera simplement le nom des allèles avec la double barre entre les deux. Et enfin, dernier cas de figure, la transmission est liée à un autosome, mais elle est récessive, donc on s'oriente vers cette hypothèse quand il y a autant d'hommes que de femmes atteints. Et à nouveau, on va éliminer les 2 premières hypothèses. C'est pas lié à l'Y, c'est pas lié à l'X, c'est forcément une transmission qui est liée à un autosome. Et puisqu'il y a autant d'hommes que de femmes atteints, à ce moment-là, c'est forcément récessif. Voilà, cela m'amène à ma dernière diapositive. C'est-à-dire de vous souhaiter bonne chance pour les exercices. Non, en réalité, on va les faire ensemble en classe virtuelle, donc ne vous inquiétez pas trop.
Et puis on va revoir tous ces cas de figure pour bien fixer vos idées et pour être sûr que vous maîtrisez tous les cas de figure. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis bon courage.